Saint-Pierre-et-Miquelon première. Bonjour Thierry Devimeux. Bonjour. Vous êtes arrivé sur le territoire il y a une semaine. Vous avez commencé à rencontrer les différents acteurs politiques, économiques de l'archipel. D'abord, une question peut-être sur votre méthode, sur la façon dont vous souhaitez travailler ici. D'abord, comme je viens d'arriver, vous l'avez dit, je commence par rencontrer les gens pour comprendre, pour écouter, pour m'imprégner des réalités du territoire. Et puis je crois qu'on ne peut bien travailler que si on travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Et effectivement, je souhaite travailler en étroite coopération avec la collectivité territoriale et les deux communes. Ça me paraît une évidence si on veut faire avancer l'archipel. Avez-vous échangé avec vos prédécesseurs? Vous avez eu des conseils, des mises en garde? On échange toujours un petit peu avec mes prédécesseurs, d'autant qu'on se connaît. Donc il n'y a pas de mise en garde, mais il y a un partage des expériences, des réalités de ce territoire. Stéphane Lenormand, vous en parliez, le président du conseil territorial a affirmé sur notre plateau que vous aviez l'air plus pragmatique. Il a estimé qu'on allait pouvoir avancer plus vite que par le passé. Vous confirmez que vos décisions sont tournées vers l'action, que vous êtes quelqu'un de pragmatique? C'est gentil de me faire ce compliment. En tout cas, c'est effectivement ma volonté. Je crois qu'on travaille, comme je disais, on ne travaille bien qu'ensemble. On est un petit territoire et plus c'est petit, plus il faut rassembler les forces. Vous allez être amené à vous prononcer rapidement sur plusieurs dossiers d'actualité et notamment sur la question du port. Stéphane Lenormand, puisqu'on en parlait, se réjouit que cette stratégie portuaire à revoir fasse partie de vos objectifs. Pourquoi faut-il revoir cette stratégie? On nous a souvent rappelé qu'il s'agissait d'un port d'intérêt national. Mais pour faire quoi? Quels sont les enjeux selon vous? D'abord, un archipel comme ici ne vit qu'en étant en relation avec l'extérieur. Et l'extérieur, c'est le port qui fait ce lien. L'aéroport, bien sûr, mais le port. D'autant que c'est encore aujourd'hui le poumon économique, puisqu'il y a des activités de pêche. Ici, on a en fait deux ports, à Miquelon et à Saint-Pierre. La gouvernance est un peu particulière, puisqu'effectivement, c'est un port qui est encore géré par l'État. Et c'est un port dont il faut arriver à orienter les différents développements pour améliorer le nautisme, pour améliorer la croisière, pour améliorer les activités de pêche, pour améliorer les activités secondaires qui s'y développent, le transbordement, les containers, etc. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une stratégie ambitieuse parce que c'est le poumon de l'île. Vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet ? J'ai commencé à travailler, je vais d'ailleurs y travailler toute la journée puisque ma journée sera consacrée à la visite du port et des différentes installations. Je veux vraiment bien m'imprégner de cela avant de pouvoir prendre des décisions. Vous le disiez, il y a le port de Saint-Pierre, mais également celui de Miquelon. On entendait hier Ludovic d'Etcheverry, le deuxième adjoint au maire de Miquelon, affirmer que des travaux devenaient urgents. Partagez-vous son analyse, c'est-à-dire une seule digue, des usages multiples? Est-ce que ça peut freiner le développement selon vous? Alors, effectivement, quand je suis allé à Miquelon mardi dernier, j'ai été interpellé par les élus sur ce sujet. Il y a visiblement deux questions que se posent les acteurs locaux. La taille du port en lui-même, sa capacité d'accueil interne, puisque c'est un petit port très protégé dont la capacité d'accueil est assez limitée. Et puis la deuxième question qui va se poser, c'est l'accueil des nouveaux ferries et de trouver un bon positionnement de ces ferries pour qu'ils ne perturbent pas, qu'ils ne pénalisent pas l'activité économique et de plaisance du port actuel. Donc c'est deux sujets qu'il faudra travailler effectivement. On va revenir sur les ferries, mais en attendant, est-ce que selon vous, il y a des problèmes de sécurité? C'est-à-dire quand les usagers sont sur le port, qu'on débarque au même endroit, s'il y a un pétrolier qui vient, est-ce que ça fait partie des problèmes? Ça fait partie des questions. Il n'est pas question qu'un pétrolier décharge la cargaison pendant qu'un navire de tourisme décharge des passagers, ça ne peut pas se faire ça. Donc effectivement, il y a une question de réglementation des usages, mais qui est déjà le cas, c'est déjà pris en compte. Il faut regarder comment tout ça peut cohabiter et comment tout ça peut se développer de manière harmonieuse. Si travaux il y a, ils ne se feront pas à court terme. Les ferries, vous en parliez il y a un instant, vont devoir accoster à Miquelon. Avez-vous déjà des pistes pour pouvoir satisfaire à l'heure actuelle tous les usagers? Alors, sur l'accueil des ferries, effectivement, j'attends que la collectivité me fasse des propositions pour que nous puissions discuter ensemble de ces propositions, les présenter à la commission nautique locale pour que nous trouvions la bonne solution pour la sécurité des ferries et puis pour l'ensemble des utilisateurs du port. Aujourd'hui, jusque-là, vous n'avez pas eu de proposition? Non. Il y a des scénarios possibles? J'ai des scénarios qui ont été travaillés par les techniciens. J'attends d'avoir une réunion de travail avec le président de la collectivité sur ce sujet précis pour avancer. Et sur les scénarios possibles, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un ordre d'idée de ce qui pourrait se présenter?
Non, parce que je n'en ai pas encore discuté en tête-à-tête avec le président de la collectivité et je souhaite dans un premier temps privilégier cet échange avant de me tourner vers l'ensemble des acteurs. Puisqu'on parle de développement, quelle est votre vision sur le sujet? Comment un archipel de petite taille comme Saint-Pierre-et-Miquelon peut, selon vous, tirer son épingle du jeu? Quelles vont être vos grandes priorités? Eh bien, je vais peut-être, si je peux me permettre, les classer en deux ordres. D'abord, il y a les secteurs dits traditionnels, le commerce et le BTP, pour faire simple, sur lesquels il faut que nous ayons une attention tout à fait particulière parce que ces deux secteurs sont très tributaires de la commande publique. D'où l'existence d'un observatoire que j'ai présidé le lendemain de mon arrivée et qui me paraît être très important de faire vivre pour effectivement sécuriser, stabiliser, encourager le développement de ces deux secteurs. Et puis après, il y a les secteurs qui sont à mon sens des secteurs d'avenir qui peuvent être amenés à se développer, la pêche, l'agriculture, le tourisme, sans oublier, parce que je pense que l'archipel a un rôle à jouer, l'innovation. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faudra qu'on s'investisse collectivement pour s'appuyer sur les réussites existantes. C'est-à-dire quand vous parlez d'innovation, vous parlez de recherche? Ça peut être de la recherche, ça peut être aussi d'encourager des jeunes qui voudraient revenir à Saint-Pierre-et-Miquelon pour développer des activités tournées vers la nouvelle économie. Nous avons en face de nous un grand pays, le Canada, le Québec, qui est très tourné vers l'innovation, qui est le Montréal, c'est une véritable pépinière de start-up. Comment on peut faire jouer un rôle à Saint-Pierre-et-Miquelon sur le sujet ? Vous parliez du BTP qui occupe une place importante dans l'économie locale. L'Observatoire de la commande publique s'est donc réuni la semaine dernière. Le message de Roger Hélène, le président de la FEA BTP et le représentant du MEDEF a été clair. Il faut plus de lisibilité pour que le BTP puisse se développer, conserver ses emplois l'hiver. Avez-vous entendu son appel et est-ce qu'il faut que cet Observatoire de la commande publique aille plus loin et dans quel sens? Je suis parfaitement en phase avec le président du MEDEF sur ce sujet. Il faut effectivement donner de la lisibilité au secteur économique, au BTP, sans pour autant céder à toutes leurs demandes. Il faut que nous puissions instaurer un dialogue constructif pour que les commanditaires publics, collectivités ou l'État, et les acteurs économiques, on arrive à comprendre chacun de notre côté nos contraintes et à permettre de stabiliser ce secteur, voire de le développer. Le BTP, c'est très sensible parce que si on ne fait pas attention, on risque de perdre des secteurs, on risque de perdre les peintres ou de perdre les plâtriers. Et une fois qu'on a perdu un métier, on a perdu toute la filière. Donc c'est un secteur qui demande une grande attention et je partage sa préoccupation. Et d'ailleurs, la feuille de route que j'ai donnée à mon équipe, c'est d'essayer de faire de la prospective pour regarder sur plusieurs années comment pourrait évoluer la commande publique. Et c'est possible de lister les chantiers à venir de façon plus précise? Il faut arriver à faire ça. C'est compliqué parce que les commanditaires publics n'ont pas forcément une très bonne connaissance de ce qu'ils vont faire dans les années qui viennent. Ça dépend de leur financement. Mais il faut arriver à faire ça pour donner le maximum de transparence et de lisibilité. Ça suppose de vous réunir plus souvent peut-être? Alors effectivement, jusqu'à maintenant, on se réunissait une fois par an. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse se réunir au moins 2 fois par an pour avoir multiplié les temps d'échange. On sait aussi que les crédits sont de plus en plus restreints de manière générale. Est-ce que vous êtes en mesure de rassurer le BTP sur cette question de la commande publique? Mais c'est justement parce que les crédits deviennent rares qu'il faut bien utiliser ces crédits. Et quand on a beaucoup d'argent, on ne fait pas très attention, c'est pas très grave. Mais quand on en a un peu moins, il faut être sûr que chaque euro investi ait un effet optimal sur l'économie locale. Alors, en tout cas, on sait que des travaux d'aménagement sont prévus au quai en eau profonde. Avez-vous une date précise à nous annoncer concernant le démarrage de ce chantier? Alors, on va lancer l'étude de maîtrise d'œuvre, donc qui va permettre, en 2018, qui va permettre de définir les travaux, les options techniques et le montant des travaux. Donc, pour moi, le projet s'enclenche. Nous ne sommes pas encore à la phase d'investissement, mais à la phase d'étude. Mais c'est le préalable nécessaire et ça, c'est bien, ça sera lancé en 2018. On serait plutôt sur un début des travaux en 2019 ? Probablement. Et sur le chantier, on reste toujours sur l'idée d'améliorer l'accueil des paquebots. Est-ce qu'on en sait plus sur justement ce que l'on souhaite faire à cet endroit ? Ça fera partie des discussions qui auront lieu la semaine prochaine. Vous savez que la semaine prochaine, Madame la ministre des Outre-mer vient ici. Une des thématiques qui sera abordée avec elle, c'est justement cette question-là. Comment mieux accueillir les bateaux de croisière, comment faire, quel impact sur l'économie locale, comment s'organiser, etc. L'enjeu, vous le disiez, donc, c'est d'améliorer l'accueil des touristes. En la matière, quelles sont les priorités selon vous? Vous croyez, j'imagine, au développement du tourisme, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Je crois beaucoup au développement du tourisme sur cet archipel pour 2 raisons principales. D'abord, vous avez une nature qui semble, je ne l'ai pas encore beaucoup vue, qui semble très très belle, très riche, avec une très grande biodiversité. Et puis vous avez une histoire sur cet archipel qui est très intéressante à raconter, qui doit intéresser les Français et les Européens, et qui, à mon avis, peut aussi intéresser les Canadiens. Donc là, il y a un vrai sujet à développer.
Justement, dans les possibilités évoquées localement pour développer le tourisme, il y avait l'idée d'une demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Or, vous avez porté plusieurs dossiers à différents endroits. Ça vous semble une bonne idée ? Ça me semble une superbe idée. C'est vrai que j'ai la réputation, partout où je suis passé, d'avoir porté des dossiers de classement UNESCO. Je crois qu'ici, il pourrait y avoir une belle idée de demande de classement pour raconter l'histoire de ces pêcheurs qui se voient aujourd'hui au travers des bâtiments. On sent que l'histoire reste, on peut la lire, on peut la découvrir. Et puis derrière, c'est une formidable histoire humaine de souffrance, mais en même temps de réussite, de grandes valeurs humaines, de partage, etc. Il y a une vraie histoire à raconter et je pense que ça pourrait mériter une demande de classement UNESCO. On parlait de l'île aux marins, mais selon vous, il faut vendre quelque chose de beaucoup plus large en fait. L'île aux marins, c'est un élément physique qui permet effectivement de raconter l'histoire, mais je crois qu'il faut être plus large que ça. Il faut raconter en fait l'histoire de l'archipel. C'est une procédure compliquée ? C'est une procédure lourde. Il faut pour ça que tous les acteurs soient d'accord. Pour porter ensemble et sur du relativement long terme, une demande de classement, ça met plusieurs années. Et il faut que tous les acteurs soient soudés, sinon on n'y arrivera pas. Et il faut que ce soit porté par l'État aussi ? C'est l'État qui propose à l'UNESCO des demandes de classement. Mais l'État ne propose que ce qui émane des territoires. Donc il faut qu'au niveau local, si on veut aller plus loin, on puisse tous se rassembler autour de cette idée, faire venir des experts pour construire un dossier, les faire expertiser par des experts internationaux, et après, la France présentera le dossier auprès de l'UNESCO. Est-ce que ça change vraiment les choses d'avoir un site inscrit à l'UNESCO dans les différents endroits, d'après votre expérience? Est-ce que les retombées sont immédiates? Pour moi, les retombées sont immédiates. Toutes les statistiques, toutes les études qui ont été faites par l'UNESCO montrent que quasiment immédiatement, on a une augmentation de la fréquentation touristique de 30%. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est qu'en termes de marketing territorial, d'attractivité, de lisibilité du territoire, ça change tout. Parce que partout dans le monde, on connaît le mot UNESCO. Et quand vous venez d'un territoire en disant « moi je viens d'un territoire qui est reconnu par l'UNESCO », les acteurs économiques, les acteurs politiques, tout le monde reconnaît ça et ça donne de la force. Puisqu'on parle de patrimoine, il paraît que vous possédez un doris. Eh oui, parce que je suis à moitié normand par ma mère. Et effectivement, on a une maison de famille au bord de la mer dans la Manche, à Coutainville. Et on a un doris familial qui était le doris de mon grand-père. Quand j'étais petit, j'allais pêcher de maquereau dans ce doris, qui est toujours là. Et effectivement, j'ai découvert qu'ici, il y avait des passionnés des doris, puisque beaucoup de pêcheurs sont venus avec ces bateaux. L'autre particularité, c'est que vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez donc une sensibilité particulière, j'imagine, pour l'agriculture. Vous êtes allé à Miquelon. Comment ça s'est passé ? J'ai eu le plaisir de rencontrer les 4 agriculteurs de Miquelon. J'ai vu des gens passionnés par leur métier, accrochés à leur territoire et qui ont réussi à développer des très belles activités économiques. Visiblement, il y a encore de la place pour d'autres installations. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment on peut peut-être installer d'autres jeunes. Le territoire de Miquelon est assez grand et on peut peut-être installer d'autres personnes pour renforcer ce volet agricole qui se complète d'un volet agroalimentaire. Il y a un abattoir qui va bientôt s'ouvrir et puis ces agriculteurs font tous de la transformation et ça c'est bien. Et c'est bien pour avoir des produits locaux. Et c'est-à-dire réfléchir à des dispositifs qui permettraient d'inciter peut-être des jeunes à se lancer dans l'agriculture ? C'est ça. Vous pensez déjà à des dispositifs existants qui pourraient s'appliquer localement ? Oui. C'est-à-dire ? Mais il faut que j'aille rencontrer les gens. Enfin, c'est vrai que j'ai une expérience agricole assez prononcée, donc j'ai naturellement des idées qui me viennent. Mais j'ai vu qu'ici, ces 4 agriculteurs avaient été installés dans le cadre d'une OGAF. Donc c'est un outil que l'État met en place pour accompagner l'installation d'agriculteurs. Peut-être qu'il y a la place pour en faire une deuxième, je ne sais pas. En tout cas, il faut trouver des volontaires, il faut trouver des jeunes, si possible du territoire, qui aient envie de s'installer. Parce que l'agriculture, sous ces latitudes, est un métier qui demande de l'énergie. Il en faut. Je suis persuadé que les jeunes d'ici ont beaucoup d'énergie, mais il faut encore les trouver, les former, et puis après les accompagner pour trouver des productions qui soient complémentaires avec ce qui existe et qui permettent d'offrir des produits qui seront consommés sur l'archipel. Vous avez été saisi d'autres problématiques lorsque vous êtes allé à Miquelon à la rencontre des agriculteurs ? Non, ils m'ont expliqué leur production, ils m'ont tous dit qu'ils avaient été bien accompagnés par l'ensemble des collectivités et de l'État. Le sujet pour eux qui est fondamental, c'est la mise en œuvre de l'abattoir que j'ai visité. Dans quelques semaines, il devrait être opérationnel. Et là, quand on aura justement l'abattoir qui fonctionnera, ça permettra de développer toute l'activité et d'ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup Thierry Devimeux d'être venu en studio ce matin. Je rappelle que cet entretien sera disponible sur notre site internet. Merci à vous. Saint-Pierre-et-Miquelon, première.